Bonjour à vous et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer pour le compte de la plateforme Les Bâtisseurs. Jean-Louis Mbock, je suis d'abord philosophe. Je suis philosophe de formation, je suis théologien également parce que il fallait bien que je me rassure de cerner en majorité l'ensemble des questions de la vie, de la science et de la connaissance. Donc voilà, en termes d'études, c'est ce que j'ai pensé, j'ai estimé faire. De l'autre côté, je suis entrepreneur. Je suis également, on va dire quoi, un homme qui s'implique dans sa société en fonction des grâces, des talents, du potentiel que je pense pouvoir avoir à des moments et que je mets au service de la nation. Voilà. Je suis marié, je suis père de 4 enfants et mon épouse Ghislaine Mbock, que je salue d'ailleurs ici, est d'un grand soutien et d'une grande aide pour moi. Merci. Alors, la création du groupe Eden effectivement vient d'un constat. Le groupe Eden existe depuis 2006. Déjà, j'étais opérateur économique avec beaucoup de difficultés de financement, beaucoup de difficultés de rencontrer les autorités et j'ai donc pensé à créer ce groupe qui naturellement a commencé par les prestations de services parce qu'il fallait bien à un moment donné vivre, il faut poser la marmite au feu. Donc il fallait faire des prestations diverses et puis avec le temps, on s'est spécialisé dans l'intermédiation, le négoce international qui consiste en fait à prendre connaissance des projets gouvernementaux et de rechercher des partenaires et des financements pour pouvoir accomplir ces différents projets-là. Le groupe Eden, c'est aussi le recouvrement de créances. Nous permettons aux privés et aux parapublics de pouvoir entrer dans ces fonds auprès des autorités, si tant est que la créance est justifiée. Le groupe Eden, c'est aussi l'assistance juridique où nous accompagnons, que ce soit les individus ou les entreprises, pour la résolution de problèmes qui parfois les lient ou alors les opposent, que ce soit au fisc, que ce soit à l'État d'une manière ou d'une autre. Le but est vraiment de faire une médiation pacifique, une médiation gagnant-gagnant, parce que l'État ne gagne pas à écraser les opérateurs et aucun opérateur ne gagne à être en conflit avec l'État. Donc vraiment, nous faisons une médiation pacifique parce que nous croyons en ce pays et nous croyons qu'il y a un potentiel indéniable. Et le groupe Eden, c'est aussi les services. Et Eden a des bébés, comme CF Télévision par exemple, parce que là aussi, nous avons pensé qu'il était bon d'avoir un média pour véhiculer une certaine idéologie de patriotisme, une idéologie de résilience, comme le chef de l'État aime le dire, une idéologie, je vais même dire, d'unité nationale, parce que le média, c'est un enseignant, le média, c'est un informateur, le média aussi se retrouve aujourd'hui à être une source d'encouragement ou de découragement. Et nous voulons donc être une source d'encouragement. C'est pour ça qu'on a pensé à créer une structure comme CF Télévision. Donc voilà, le groupe Eden, c'est un ensemble de structures. Nous avons aussi dans le groupe Eden Image and Communication, qui fait en fait dans le domaine de la publicité, qui est agréé auprès du ministère de la Communication. Donc voilà, le groupe Eden, je crois qu'il va en grandissant chaque fois qu'il y a une opportunité, chaque fois qu'il y a un moyen de faire quelque chose d'utile pour notre société, d'utile pour la jeunesse, nous le faisons de manière légale. La Fondation Interprogress est versée vraiment dans l'ingénierie événementielle où nous concevons, nous mettons sur pied des concepts que nous proposons aux États, que nous proposons aux particuliers et nous avons le bonheur que l'État du Cameroun a signé une convention, un protocole d'accord avec la Fondation Interprogress qui, il faut le rappeler, est d'origine suisse.
dirigé par M. Pierre Zumba, qui en est le président. Et depuis 1998 que ces accords ont été signés, le premier événement direct qui a été confié à la Fondation en 2002, c'est l'organisation du Salon international Promote, qui connaît quand même un très grand engouement dans le pays et à l'international, parce que parfois nous arrivons à 1000-1500 exposants d'ici et d'ailleurs, généralement qui se passe au Palais du Congrès, que je salue le DG, M. Mienzok au passage. Donc, nous faisons dans l'ingénierie événementielle, nous faisons dans l'accompagnement des événements, et beaucoup connaissent Promote, connaissent aussi la FIAC, la Foire internationale des affaires et du commerce, qui se déroule à Douala. Et en passant comme ça, il y a aussi Yafé, que nous organisons chaque fin d'année. La Fondation Unité Progress a donc pour but de créer cette émulation dans les affaires afin de créer un joint venture de manière à ce que l'Afrique soit vraiment densifiée dans ces opérateurs économiques qui doivent non seulement se connaître, qui doivent travailler ensemble. C'est pour ça que nous travaillons cette année davantage, d'où la raison de la branche Afrique. Nous travaillons davantage à créer des croisements d'affaires où nous allons permettre aux opérateurs camerounais de pouvoir aller dans des salons, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique de l'Est, et pouvoir faire que ceux-là aussi viennent en Afrique centrale et notamment au Cameroun. Donc la branche Afrique a pour mission de vraiment créer et fédérer toutes les forces, les capacités, le potentiel africain pour qu'il soit dense et qu'il puisse rivaliser, concurrencer avec nos pairs, je veux dire comme ça, des autres continents. Donc la branche Afrique a été récemment créée. Je suis par ailleurs membre du board à Genève. Et puis, bon, modestement, avec les équipes et le groupe qui est déjà très consolidé que nous avons ici au Cameroun, nous travaillons pour pouvoir réaliser ce rêve. Alors, vous me donnez ici l'occasion de saluer le président de la République, qui est le chef suprême des forces armées, et le ministre, M. Joseph Betty Assomo, et le ministre de la Défense, parce que le concept du diptyque armée-nation prend tout son sens dans les consultants privés que nous sommes. Aujourd'hui, l'État se rapproche, au travers de l'armée, des populations, parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. La sécurité, c'est une affaire du gouvernement, c'est vrai, mais c'est aussi une affaire des particuliers, c'est une affaire des individus. Ce qui fait donc que l'armée s'est vraiment ouverte à des consultants comme moi et naturellement beaucoup d'autres qui, pour certains, enseignent dans les grandes écoles des armées, qui, pour d'autres, sont consultés pour certaines questions parfois pointues, où nous apportons notre petite pierre avec qui un rapport, qui est une proposition, qui est une explication. Et puis voilà, d'autres ont naturellement, dans nos volets des renseignements, plus de rôle et d'importance à jouer. Mais ici, parce que peut-être on va arriver à ce volet, en tant qu'aumônier, on se frotte aux hommes en tenue qui généralement traversent des moments difficiles. Ceux qui sont allés en guerre, ceux qui ont des problèmes psychologiques, ceux qui sont parfois difficiles à vivre. Le rôle de l'aumônier, c'est vraiment d'encadrer ces hommes en tenue et de permettre qu'il y ait une saine cohésion dans les équipes. Ce qui fait donc que les consultants comme moi, s'il faut parler de mon rôle, c'est bien cet accompagnement auprès des individus qui peuvent avoir des soucis. C'est vraiment quand j'ai la grâce d'être consulté pour un dossier ou un autre sensible, et puis je donne mon avis. Mais je rappelle que ce n'est qu'un avis, parce que les responsables et les dirigeants qui sont mieux au fait de ces questions-là que nous prennent nos avis, le mien, l'avis de beaucoup d'autres Camerounais qui sont soit bénévoles, soit en consultant honoraire auprès des forces armées de sécurité, pour justement que la paix règne, pour justement que, voilà, qu'il n'y ait pas une fracture entre les forces de défense et les populations. Nous faisons un peu ce pont de manière très modeste. Alors,
Il faut dire aujourd'hui que l'aumônerie est cet instrument d'encadrement, d'accompagnement spirituel auprès des diverses couches de la société. Au départ, c'était aumônier de prison, après c'est devenu aumônier des armées, et puis après l'aumônerie va grandissant. Il faut rappeler que j'appartiens à la CONAS Chaplains International, qui est affiliée aux Nations Unies, au Conseil économique et social, qui est une structure qui est présente dans le monde entier et qui compte pratiquement 5 millions d'aumôniers à des grades différents. J'ai donc fait toutes les classes parce que j'ai été sergent, après j'ai été lieutenant, après j'ai été capitaine, après j'ai été commandant et j'ai fait mon homologation dernièrement pour passer colonel. Qu'est-ce qu'on fait dans l'aumônerie? Dans la diversité et selon le secteur dans lequel nous nous trouvons, parce que l'aumônerie aujourd'hui se développe et s'étend, je le disais tantôt, on a les aumôniers parlementaires aujourd'hui, ceux qui accompagnent tout ce qui est législatif, on a les aumôniers de domicile aujourd'hui qui accompagnent le personnel de ménage, le personnel domestique en tout cas. On a des aumôniers des jeunes qui sont un peu comme les encadreurs jeunes. Donc l'aumônerie est un instrument que l'ONU a accepté de densifier, de développer pour que les aides puissent être plus pratiques, plus à propos, plus pointues, parce que les aumôniers sont choisis dans des pays et c'est eux qui participent à apporter des solutions à ces populations. Donc un aumônier est une aide, un aumônier c'est un conseiller, un aumônier c'est quelqu'un vers qui on peut aller ou qui veut venir vers vous pour la prière, pour l'encadrement et même vous accompagner dans le social. Alors, il faut dire que depuis les indépendances, nous sommes restés vraiment dans le volet de l'improvisation, de la débrouillardise, on va dire comme ça, et quelques-uns ont eu la chance, parce qu'il était difficile à ce moment de mettre sur pied un projet de développement avec l'épée de Damoclès qu'on avait sur la tête qui avait vraiment pour mission de nous maintenir, je vais dire comme ça, sous-développés. Depuis 15-20 ans, les Africains ont compris qu'il fallait sortir par eux-mêmes des produits, des concepts, des éléments qui allaient permettre que nous puissions nous développer parce que l'Afrique aussi a le droit de se développer. Et puis, le problème de l'entrepreneuriat s'est généralisé parce qu'on a compris que le secteur privé, l'informel, est un secteur qui nourrit directement son homme et qui apporte des services immédiats et directs. Et il fallait organiser tout ça. Donc vraiment, on a fait toutes les étapes et je peux dire que les 5 dernières années, l'Afrique rentre dans une certaine professionnalisation. Parce que à ce moment-là, l'entrepreneur trouve un marché qui est déjà plus ou moins ouvert, local et même international. L'entrepreneur peut déjà aujourd'hui avoir un accompagnement bancaire. L'entrepreneur aujourd'hui peut commencer à produire depuis l'Afrique en grande quantité et des produits intéressants et importants. Donc s'il faut jeter un coup d'œil sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, je dirais qu'on évolue, je dirais qu'on progresse, mais rendu à ce stade, il est important qu'on s'organise de manière à ce qu'on puisse penser selon le potentiel, selon les capacités à être d'abord champion en ceci, et puis après les autres éléments autour pourront prospérer. Je prends l'exemple du riz, si on veut être plus précis. On produit le riz en DOP, on produit le riz à Yagua et ainsi de suite. On peut par exemple capaciter des entrepreneurs qui vont être des champions et concurrencer l'Asie en Afrique. Alors on va commencer à desservir le Cameroun, la sous-région, et puis l'Afrique centrale, mais ça demandera une organisation, ça demandera une planification, ça demandera une vision et naturellement des financements. Donc l'entrepreneuriat ne peut pas être vu de manière statique aujourd'hui parce que c'est un secteur extrêmement dynamique.
dynamique par les pouvoirs publics, dynamique par les individus, vous et moi, dynamique par le secteur bancaire ou les partenaires bilatéraux sérieux qui peuvent accompagner ce domaine-là. Oui, l'entrepreneuriat évolue. Je refuse d'être pessimiste. Je refuse de dire que c'est tout noir. Il y a un côté qui est noir, c'est vrai, mais il y a un côté qui est florissant, un côté qui évolue, un côté qui se développe. Ça me permet de dire que l'entrepreneuriat doit être vu en Afrique autrement que comme c'est vu maintenant. Aujourd'hui, c'est vu comme créer une structure, pouvoir manger, nourrir sa famille et puis le reste, on verra. On doit voir l'entrepreneuriat aujourd'hui comme un instrument de pouvoir, un instrument de puissance, un instrument qui nous permet de nous affirmer à l'échelle internationale. La Turquie, aujourd'hui par exemple, elle sort d'où? La Turquie, ce n'est pas forcément son armée très grande et puissante, c'est son industrie, c'est l'entrepreneuriat qui a donné cette valeur à la Turquie. La Chine, c'est la même chose. C'est qu'ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont pensé qu'il fallait avoir des entrepreneurs puissants, forts, capables d'influencer le monde, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on copie seulement ces deux exemples, de la Turquie et de la Chine, vous allez vous rendre compte que c'est tout un programme que les gouvernements doivent mettre sur pied, accompagner le secteur public organisé. Au Cameroun, on a le GICAM, on a les CAM, on a le MECAM, c'est ces grands patrons qui se réunissent et qui travaillent. On peut se concerter, se donner des défis, et puis à partir de ces défis, avoir un encadrement, un accompagnement qui pourra atteindre, nous permettre d'atteindre les objectifs de développement. Donc, c'est un sujet qui me passionne énormément. C'est une bonne politique. Et vous savez qu'au Cameroun, on a toujours eu de bonnes politiques. Le talon d'Achille reste l'implémentation. C'est tout ce qui reste. Le concept, il est très bon. Il y a une projection, il y a une vision, il y a des objectifs, il y a des missions. Vraiment, si ce n'est qu'au niveau du concept, c'est parfait. Et maintenant, il va falloir qu'il y ait un suivi gouvernemental, un suivi du secteur privé, du parapublic, pour pouvoir atteindre ces objectifs de développement. Parce qu'on reste dans des projections. Et pour atteindre ces objectifs-là, j'insiste là-dessus, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui est suivi, c'est un travail qui est constant. Et si on reste au niveau de présenter les beaux concepts qu'on a, on aura un grand souci en 2030. Quand on va y arriver, 2030, ce n'est plus loin. Nous sommes déjà en 2023. 2025, c'est demain. 2030, c'est après-demain. Donc, si on ne se met pas au travail aujourd'hui, mais avec une organisation réaliste, logique, claire, on ne pourra pas atteindre cet objectif-là. Mais je salue et je félicite le travail du gouvernement au travers du Minepat. C'est un très bon concept qu'il faut simplement implémenter. Alors, il faut dire ici que, je l'ai dit tantôt, entreprendre, c'est constater un besoin, réfléchir à apporter des solutions et mettre à disposition les solutions en question. Un entrepreneur peut être sur l'un des fronts, un entrepreneur peut être sur deux ou sur les trois fronts. Donc, comment je reconnais que je suis entrepreneur? Par ma capacité à découvrir un besoin, par ma capacité à réfléchir pour apporter une solution. C'est pas tout ce qui design, les designers, c'est pas tout ce qui design les voitures, les chaises ou les vêtements qui les cousent ou qui les construisent. C'est une ingénierie de concevoir, de réfléchir, de penser, une autre de matérialiser et une autre de commercialiser. Donc un entrepreneur est celui soit qui réfléchit à l'idée, soit celui qui concrétise l'idée, soit celui qui commercialise l'idée. Il faut ici reconnaître que tout le monde n'a pas les trois capacités. C'est pour ça que je parle de se mettre ensemble. Tout le monde n'a pas les trois capacités, mais parfois il faut l'humilité, il faut la volonté pour pouvoir se mettre avec les deux autres capacités ou l'autre capacité qui nous permet justement de pouvoir avoir un concept, le matérialiser et le vendre. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont de très bonnes idées, qui ont de très bons concepts, mais qui n'arrivent pas à vendre.
Parce que ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur potentiel. Ils savent avoir l'idée, ils savent le matérialiser, mais ils ne savent pas vendre. Donc, quand vous avez ces trois volets, et quand les jeunes se mettent ensemble, ils doivent pouvoir identifier leur potentiel. Je l'ai du plus haut. Identifier son potentiel de manière concrète, c'est ça. Quand il faut faire quelque chose, qu'est-ce que mes yeux voient? Qu'est-ce que mes yeux constatent? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut transformer? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Ça, c'est un volet. Maintenant, est-ce que c'est un travail de menuiserie? Est-ce que c'est un travail de métallurgie? Est-ce que c'est un travail de tout ce qu'on peut imaginer? On voit concrètement à quoi ça renvoie, et puis après le marché. Il y a des gens qui sont experts en étude des marchés et qui savent déployer un produit et un concept sur le marché. Donc, ces trois volets sont à prendre en compte. Un entrepreneur peut avoir l'un, peut avoir deux, peut avoir les trois. Et puis voilà, dès qu'on a réfléchi, on a conçu et on peut déjà mettre un produit sur le marché. Même s'il n'est pas vendu comme des petits pains, c'est déjà à saluer et à féliciter. Premièrement, il faut tenir compte de ses atouts. Vous avez deux catégories de jeunes. Ceux qui ont fait des études et ceux qui n'ont pas fait d'études. Mais vous allez vous rendre compte, au finish, que chacun a un potentiel, chacun a une capacité, chacun a un talent. L'entrepreneuriat ne doit pas être une affaire vulgaire, elle doit être une affaire pointue, précise, exacte. Ça veut dire, il faut voir le potentiel qu'on a, il faut projeter ce potentiel à l'échelle nationale. Est-ce que le produit ou le concept que je mets sur pied peut être consommé ou consommable à l'échelle nationale, à l'échelle internationale? C'est comme ça qu'on a quelques éléments qui montrent qu'on est entrepreneur. Parce qu'en fait, le principe de l'entrepreneur, c'est de voir un besoin, en faire une opportunité et de répondre à ce besoin-là. Donc, solutionner le besoin et partant, pouvoir se faire un bénéfice qui permet d'être encore plus utile. Donc, il faut connaître son potentiel. Il ne faut pas se laisser freiner par ses limites ou ses trop grandes capacités intellectuelles. Il faut pouvoir observer un besoin, un problème, et puis réfléchir à apporter la solution. La plupart des entrepreneurs ont un problème au niveau de l'implémentation de la solution. Parce que beaucoup pensent que c'est l'argent. Non, très souvent c'est le concept. Quand l'idée, le concept, il est bien pensé, bien organisé, bien présenté, vous pouvez avoir des partenaires techniques et financiers qui vont donc vous accompagner à réaliser. Donc, ceux qui sont déjà entrepreneurs, je leur conseille de réfléchir à se mettre ensemble. Si on a un groupe de 10, on a un groupe de 15, on a un groupe de 20, je vais prendre l'exemple des menuisiers. Qu'est-ce qu'ils font pour desservir l'Afrique centrale, que ce soit le Gabon ou la Guinée équatoriale? Ils se mettent ensemble. Ils prennent des commandes, ils se mettent ensemble, ils réalisent et ils vont livrer. Donc, les charges ne pèsent pas sur une seule personne, les charges sont réparties et le service est assuré. Il faut que les Camerounais intègrent, mais urgemment, le volet de se mettre ensemble. Se mettre ensemble à 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je salue l'initiative du gouvernement qu'on peut voir au niveau de Polytech, où on a des incubateurs qu'on met sur pied pour pouvoir mettre les gens ensemble et les amener à travailler pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, ceux qui ont commencé, si vous estimez que vous ne décollez pas assez vite, que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs, cherchez 2, 3, 4, 5 et qui font dans ce que vous faites. Mettez un commercial avec vous qui permet de déclencher des marchés, d'ouvrir les portes. Et puis, vous pouvez ainsi atteindre les objectifs. Mais voyez l'entrepreneuriat comme une solution pour le Cameroun. Voyez cette affaire comme une solution pour l'Afrique. On ne va pas s'émanciper en bavardant. On ne va pas s'émanciper en insultant le blanc. On ne va pas s'émanciper en étant raciste ou même tribaliste. Mais c'est en mettant son potentiel, ses qualités, ses capacités au service de sa nation qu'on parvient à pouvoir faire des choses excellentes. On ne baisse pas les bras, on reste concentré comme on dit au Cameroun, on a espoir, et si on voit qu'un secteur ne marche pas et qu'on a la possibilité de faire autre chose, on fait autre chose avec la même énergie sans baisser les bras.